Rebonsoir. Je sais pas, est-ce que vous m'entendez bien là? Allô? Je- Rebonsoir. Donc c'est Docteur Ayoun. Je sais pas si le son est, vous m'entendez bien ou non. Je sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est trop bien même. Alhamdulillah, on a pu régler ce problème. C'est magnifique. Donc je reprends. Je me représente une autre fois, une dernière fois. C'est déjà beaucoup. J'ai dit que c'est Docteur Ayoun Sofiane. Je suis pathologiste de cours. Voilà, je suis assistant hospitalier au CHU de Bnimsus. Je vous remercie pour cette chance, pour votre confiance. Je vais parler aujourd'hui des sinus cervico-faciales. Voilà. Euh, je vais essayer d'être bref, je vais essayer d'être pratique, je vais essayer de vous transmettre au maximum ma petite expérience en la matière dans mon service. Mais avant de commencer, je tiens d'abord à remercier mes deux amis, docteur Suissi et docteur Swalhi, qui sont les admins de cette merveilleuse page, qui m'ont donné cette chance d'être ici parmi vous. Voilà. Et j'espère que je serai à la hauteur de vos aspirations. De toutes les manières, je ne vais pas trop tarder. Je vais essayer d'être léger, mais en même temps utile pour vous. Et je vais essayer d'être pratique. Je vais essayer d'avoir une approche académique pour la question. Et surtout, je vais essayer d'être à la hauteur de vos aspirations. Donc, commençons, cher ami. Le sujet choisi par vos soins était bien l'insuffisance cervico-faciale. On a procédé à un vote. Le vote a fait que les cellulites soient discutées aujourd'hui. C'est pas un problème, c'est un sujet à mon sens c'est très intéressant. Pourquoi? Puisque les cellulites sont notre pain quotidien. En tant que dentiste, nous sommes censés traiter ce genre de cas. Un patient avec une cellulite dans un cabinet qui se présente dans un cabinet dentaire est censé être bien pris en charge. Pourquoi? Puisque on sait bien que la cellulite cervico-faciale peut avoir soit une forme assez banale, c'est la cellulite séreuse. On va voir après c'est quoi une cellulite séreuse, mais elle peut aussi avoir une forme assez grave, c'est les cellulites diffuses. Et notre but, nous, c'est de ne pas arriver à cela. Donc l'objectif de cette communication, et je vais commencer par ces objectifs, c'est de vous faire c'est de vous faire, comment dirais-je, de mettre en évidence l'importance de ce point-là. Il faut pas, et j'insiste, je sais bien de quoi je parle, il ne faut pas qu'un patient arrive à la cellule diffuse. Une cellule diffuse peut malheureusement mettre en danger sa vie. D'accord? Donc, en tant qu'omnipraticien, vous êtes censé soigner ce patient-là, vous êtes censé prendre en charge ce patient-là d'une façon adéquate. Donc, commençons d'abord par la définition de la cellulite. C'est quoi une cellulite? C'est tout simplement une inflammation du tissu cellulaire adipeux. C'est quoi le tissu cellulaire adipeux? C'est un tissu conjonctif. Il est éparpillé un peu partout dans la sphère cervico-faciale. Il est fait d'un tissu conjonctif lâche. Il est fait de vaisseaux. Il est fait, il est fait de vaisseaux, il est fait de tissus vivants, donc il s'enflamme. Quand on a une cellulite, l'inflammation, l'inflammation de ce tissu peut avoir plusieurs formes. On va voir ça après. Mais pourquoi le tissu cellulaire adipeux s'enflamme? En fait, il s'enflamme en réponse à une agression, généralement qui est une agression bactérienne. Donc on a la cellulite quand ce tissu-là est agressé. Et les bactéries, à partir d'un foyer dentaire généralement, agressent ce tissu-là. Ce tissu s'enflamme. On a un tableau clinique. On est censé savoir c'est quoi. On est censé savoir l'étiologie de ce tableau, comment gérer ce tableau. C'est surtout le traitement.
il y a un tableau clinique, j'ai dit, il y a une douleur, il y a une tuméfaction, etc. Donc on voit ce patient-là, on doit gérer cette situation. Comment comment procéder à la bonne démarche par rapport à cela. Donc je reviens à la définition, pardon, je saute du coq à l'âne. J'ai dit que c'est une inflammation du tissu cellulaire adipeux qui est un peu éparpillée dans la sphère cervico-faciale. À quoi sert ce tissu? C'est simple. D'abord, le remplissage des espaces anatomiques entre les os, entre les muscles, il y a des espaces et le tissu cellulaire adipeux est là. Il sert aussi à la nutrition des tissus environnants et aussi à la protection des axes vasculo-nerveux. Donc, d'une façon générale, le tissu cellulaire adipeux est un tissu vivant. Quand il y a une agression, et là je vais parler des étiologies de la cellulite d'une façon générale, ce tissu s'enflamme. Et d'après vous, quelles sont ces étiologies? En fait, généralement, quand on dit cellulite, on pense à la dent. C'est vrai, c'est surtout l'origine dentaire, mais sachez, mes chers amis, qu'il y a plusieurs origines. En fait, d'un point de vue, si on veut avoir une approche académique, il y a d'abord l'origine dentaire. C'est quoi? C'est la gangrène pulpaire. Il y a une gangrène pulpaire, le tissu pulpaire est mort, il est mortifié. Il y aura une pullulation bactérienne. Puis, cette pullulation bactérienne traverse la région périapicale. Elle passe à travers les porosités de l'os alvéolaire sous-jacent. D'accord? C'est ce qu'on appelle la voie ostéopériostée. Je ne vais pas rentrer dans les détails théoriques, mais c'est très important à savoir. La voie ostéopériostée de la diffusion de l'inflammation. Et puis, il y a envahissement de ce tissu. Il réagit. Et voilà, on a une belle cellulite. OK? Ça, c'est l'origine dentaire. Toujours dans les origines dentaires, il y a la poche parodontale. Il ne faut pas se fixer seulement à la dent. Ce n'est pas toujours la gangrène pulpaire. On peut avoir une cellulite à travers une poche parodontale. Oui, j'ai vu des cas pareils. Moi-même, j'étais confronté à ce genre de situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un patient, il y a une cellulite, je cherche l'étiologie dentaire, je fais mon test de vitalité, hop, c'est positif. Je me dis, c'est impossible, mais si. Je vais vous dire, non, cher ami, la cellulite, elle peut avoir comme origine une poche parodontale. Donc, deuxième étiologie, c'est la poche parodontale. Troisième étiologie, c'est les infections des dents de sagesse. Vous savez que, en tant que pathologiste, je fais beaucoup de dents de sagesse et les périchoanarites, c'est les troubles d'évolution des dents de sagesse, peuvent être responsables de cellulite parfois assez graves. Et cette gravité est surtout en rapport avec la position anatomique, par rapport à la disposition topographique des dents de sagesse. On va voir ça après. D'autres étiologies, il y a l'étiologie iatrogène, oui, les extractions dentaires. Et j'insiste, on peut avoir une cellulite après une extraction dentaire. On peut faire une extraction dentaire, le plus normalement du monde, tout va bien, j'ai fait ma révision alvéolaire, j'ai enlevé toute ma dent, et là, hop, j'ai un gonflement. Pourquoi? Tout simplement, c'est une inflammation, c'est une surinfection du site opératoire, le tissu adipeux réagit, et voilà, j'ai une cellulite. Il y a également la chirurgie buccale, l'extraction des dents de sagesse, les résections apicales. Il y a aussi la chirurgie implantaire. On peut avoir une cellulite après une chirurgie implantaire, c'est clair, c'est pas étrange. Et à la fin, on va aller vers les étiologies non dentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les traumatismes alvéolo-dentaires, un rix, un trauma, une inflammation, hop, j'ai une cellulite. Ensuite, il y a aussi la chirurgie maxillofaciale, il y a aussi la surinfection des processus kystiques ou tumoraux. N'oubliez pas ça, un kyste peut se surinfecter et donner une cellulite. Donc, je récapitule pour ne pas être lourd. J'ai dit qu'il y a l'étiologie dentaire, c'est l'infection dentaire, c'est la poche parodontale, les infections en rapport avec les dents de sagesse. Il y a aussi l'étiologie iatrogène, extraction dentaire, chirurgie buccale, la chirurgie implantaire, mais également, j'ai oublié de vous dire ça, il y a aussi la prothèse mal faite, une prothèse agressive donne une plaie, la plaie se surinfecte,
hop, j'ai une tuméfaction et j'ai une cellulite. Et ce n'est pas d'origine dentaire. Enfin, j'ai dit les étiologies non dentaires. Je répète pour que vous assimilez ça, c'est très important. Alors, il y a la surinfection des processus tumoraux ou kystiques, bénin ou malin, ça importe peu. Une tumeur bénigne peut se surinfecter et donner une cellulite, ou les traumatismes, que ce soit un traumatisme alvéolo-dentaire ou un traumatisme d'ordre, si vous voulez, maxillofacial, avec des fractures mandibulaires, etc. Donc, on a défini une cellulite, on a parlé des étiologies, et là, c'est à mon sens la partie la plus importante. Quels sont les différents types de cellulite? Il y a plusieurs types, ça dépend de plusieurs facteurs, et tout dépendra de votre approche. On peut voir les choses comme ça. Selon la topographie, donc on a des cellulites, tout dépend de la région anatomique concernée. Donc cellulite, soit des cellulites maxillaires, mandibulaires, d'accord. S'il s'agit d'une origine dentaire, l'incisif, donc on peut avoir une cellulite labiale. S'il s'agit de prémolaire ou de molaire, c'est la cellulite génienne, d'accord. S'il s'agit de dents de sagesse supérieure, c'est la cellulite temporale. Au niveau mandibulaire, tout dépend aussi de la disposition anatomique. L'incisif inférieur peut me donner une cellulite labiale, une cellulite mentonnière, une cellulite sous-mandibulaire, etc. Sus-myloïdienne, sous-myloïdienne. Donc ça, les types de cellulite selon la disposition anatomique. Une autre démarche, une autre manière de voir les choses. Il y a aussi les cellulites selon leur mode d'évolution, aigu, chronique, selon leur caractère circonscrit ou diffus. C'est très important. Pourquoi? La cellulite circonscrite a de meilleurs pronostics, la cellulite diffuse a un pronostic assez réservé. Je dois faire gaffe, je dois faire très gaffe. Pourquoi? Je dois savoir détecter les signes de diffusion, car si une cellulite diffuse et que vous n'intervenez pas, là, le pronostic vital est engagé, et j'insiste sur ce point-là. D'accord? Et il y a aussi la classification des cellulites, voilà, selon si vous voulez, le caractère anatomo-clinique. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on nous enseigne, c'est généralement dans les cours, c'est les cellulite séreuses, suppurées, etc. Donc, j'ai dit, voilà plusieurs manières de classifier les cellulites, mais je sais que, autant qu'omnipraticien, vous vous intéressez surtout au diagnostic, à la clinique, et je vais parler surtout, pour ne pas être lourd, de la classification anatomo-clinique. Voilà. Commençons, mes chers amis, par la cellulite séreuse. La cellulite séreuse, en fait, représente le stade initial de la cellulite. Quand on est devant un processus celluleux, d'emblée, c'est la cellulite séreuse. Il y a un tableau clinique à retenir. D'abord, l'évolution récente. Ça veut dire quoi? Une cellulite séreuse, ça évolue depuis 24 heures. Ça n'évolue pas depuis 5 jours. Ça n'évolue pas depuis 3 jours. Donc c'est très important de demander l'interrogatoire. On va voir ça après, dans la démarche diagnostique, de demander ça évolue depuis quand. D'accord? Donc, une cellulite séreuse, c'est d'abord l'évolution récente. Ensuite, c'est la tuméfaction. La tuméfaction, elle est comment? C'est une tuméfaction mal limitée. C'est une tuméfaction de consistance molle. C'est une tuméfaction, bien sûr, dont le siège dépend de l'origine dentaire. J'ai bien expliqué ça au préalable. C'est une tuméfaction qui fait pas mal. Et c'est une tuméfaction qui est recouverte par une peau d'aspect sain et élastique. Voilà. Et généralement, dans la cellulite séreuse, il n'y a pas de douleur, hormis la douleur en rapport avec la parodontite apicale aiguë ou suppurée de la dent concernée quand l'origine est dentaire. J'espère que j'étais clair. Donc la cellulite séreuse, je récapitule, c'est une tuméfaction mal limitée, élastique, de consistance molle, non douloureuse, pas de signe de fluctuation, le signe de Godet est négatif, d'accord? Et il y a aussi la douleur dentaire
sans douleur, mais, pardon, je m'excuse, il y a la douleur en rapport avec la dent en cause, c'est-à-dire la dent, c'est-à-dire le foyer dentaire qui a donné la cellulite. Ça, c'est la cellulite séreuse. Je passerai ensuite, bien sûr, à la fameuse cellulite suppurée. La cellulite suppurée, généralement complique la cellulite séreuse quand elle est mal prise en charge ou c'est tout naturellement l'évolution des choses. Si une cellulite séreuse n'est pas traitée, si une cellulite séreuse est mal traitée, elle va aller vers la suppuration. Pourquoi? Puisqu'on a l'intervention de ces bactéries anaérobies, et vous savez très bien que l'anaérobiose donne du pus. D'accord? Et le pus, c'est la cellulite suppurée. Quelle est la clinique de cette cellulite? C'est simple. D'abord, c'est la tuméfaction limitée. C'est le signe de Godet qui est positif. Et j'insiste sur un point très très important, c'est la douleur. Si un patient vous dit « Docteur, j'ai très mal », ça veut dire que probablement il s'agit d'une cellulite suppurée. On a dit que la cellulite séreuse ne fait pas mal, la tuméfaction n'est pas douloureuse, mais la cellulite suppurée, la tuméfaction est douloureuse. Pourquoi? C'est simple, la collection purulente donne une pression et la distension tissulaire donne une douleur. Donc la douleur est inhérente, elle est toujours présente avec la cellulite suppurée. Voilà. Donc, j'ai dit la présence de la collection, elle peut être exobuccale, endobuccale, ça importe peu. De toutes les manières, la démarche est la même, c'est toujours le drainage. On va parler après de ça en matière de traitement. Donc, la cellulite suppurée, elle est la complication de la cellulite séreuse, c'est la douleur, c'est le pus, c'est le limité, c'est le signe de Godet qui est positif. D'accord? Une autre forme anatomie clinique des cellulites, c'est la forme chronique, c'est la forme subaiguë. En fait, ces deux formes sont la conséquence d'une mauvaise prise en charge d'une cellulite suppurée. D'accord? La cellulite chronique se distingue surtout par la présence d'un nodule, je dis bien un nodule chronique, froid, qui est là, qui est présent depuis bien longtemps, d'accord? Ce n'est pas une évolution de 2 jours, ce n'est pas une évolution de 5 jours, non, c'est un patient qui vient, qui vous dit, voilà, j'ai une cellulite qui traîne, c'est une cellulite traînante, d'accord? Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par un nodule cutané qui est en relation avec le foyer dentaire par un cordon mis en évidence par la palpation lors de l'examen endobuccal, d'accord? Il y a aussi une autre forme, c'est la forme gangréneuse. Elle est assez exceptionnelle. Dans ce cas-là, c'est une cellulite circonscrite, certes, mais au lieu d'avoir ce tableau classique de cellulite séreuse ou suppurée, on a du pus, un pus fétide, très fétide, mais il y a aussi une nécrose tissulaire. Comment on va mettre en évidence ça? La douleur toujours, l'altération de l'état général, qu'on peut avoir aussi au niveau de la cellulite suppurée, pardon pour l'oubli, mais il y a aussi, surtout, la crépitation neigeuse, d'accord? Quand on palpe, on sent qu'il y a une crépitation neigeuse. Ceci traduit quoi? Ceci traduit bien sûr la nécrose tissulaire sous-jacente, d'accord? Donc, cette forme-là concerne surtout les patients immunodéprimés. Heureusement, elle est rare. Quand je dis patients immunodéprimés, c'est surtout les diabétiques et les patients sidéens, par exemple, les patients avec un déficit immunitaire acquis ou congénital, ça importe peu. D'accord? Il y a ensuite, on va parler de la cellulite ligneuse. La cellulite ligneuse, en fait, on la rencontre souvent, mais on n'arrive pas à la diagnostiquer. Pourquoi? On dit que c'est une cellulite chronique, or que ce n'est pas le cas. La cellulite ligneuse est une conséquence de la cellulite suppurée, toujours. Si vous faites un mauvais traitement, vous aurez une cellulite ligneuse. Mais c'est quoi la cellulite ligneuse? C'est tout simplement une infiltration profonde des tissus. L'inflammation est là. Vous avez donné soit un mauvais traitement antibiotique, vous n'avez pas assez drainé, vous n'avez pas fait de traitement étiologique. Donc, soit on aura une évolution vers la chronicité, soit on aura une évolution vers la cellulite gangréneuse quand il y a une altération, quand il y a un terrain, soit vers la lignité, ça veut dire une diffusion profonde vers les tissus profonds,
Voilà, c'est une diffusion vers les tissus profonds. Généralement, le tableau clinique, c'est une tuméfaction qui est dure, voilà, qui est plus ou moins douloureuse et qui est surtout fixe. Elle est fixe par rapport au plan osseux, par rapport au corps mandibulaire, au corps maxillaire. D'accord? Et cette, et cette, et cette cellulite, pardon, et cette cellulite, euh, et cette cellulite demande en fait un traitement assez lourd puisque quand même ça dure depuis bien longtemps. Voilà. Enfin, il y a un autre type, c'est les cellulites actinomycosiques. Sachez, cher ami, que en matière de bactériaux, c'est pas toujours le streptocoque, pardon, bêta-hémolytique qui donne ce genre de cellulite, non. Il y a aussi l'actinomycète israéli qui est un germe, ça profite de la cavité buccale. Et quand vous faites une extraction, quand il y a une infection, quand il y a une poche parodontale, après un détartrage par exemple, l'actinomycète peut se développer, il y a un déséquilibre sur le plan local, et là, hop, il se présente, il est là. Quels sont les signes cliniques d'une cellulite actinomycosique? En fait, c'est toujours la tuméfaction, la douleur, un trismus, mais surtout des fistules en pommier de rose à travers lesquelles on trouve des grains jaunâtres. Et le diagnostic dans ce cas-là, assez caractéristique, pardon, et le diagnostic dans ce cas-là est surtout bactériologique. On va prélever ces grains jaunes, on va faire un traitement un examen bactériologique, et là, on peut apercevoir, on peut détecter l'actinomycose israéli, et on posera par la suite le diagnostic d'une cellulite actinomycosique. Donc, ce que je viens de décrire là, c'est les formes anatomo-cliniques de la cellulite. J'ai oublié un petit détail, désolé, de la cellulite circonscrite, c'est-à-dire qui est limitée, d'accord? Ce que je viens de dire là, je me récapitule, je me rattrape, c'est les cellulites circonscrites, voilà, d'accord? Il y a aussi une autre, par rapport à la diffusion, il y a ce qu'on appelle les cellulites diffuses, ok? Ou les cellulites diffusées. Je m'explique, c'est quoi une cellulite diffusée? Une cellulite diffusée est une cellulite qui était d'abord circonscrite, puis ça traîne, mauvaise prise en charge, mauvaise observance de la part du patient, soit on n'a pas fait un traitement étiologique, soit on a donné un mauvais traitement, soit on a fait un très mauvais drainage. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une diffusion vers les régions avoisinantes. Le problème ici, c'est que le pronostic vital peut être engagé. D'accord? Pourquoi? Puisque s'il y a une diffusion vers d'autres régions, par exemple la région cervicale, on risque la médiastinite, on risque carrément l'asphyxie. Donc nous, en tant que chirurgien dentiste, on est censé faire quoi? On est censé détecter les signes d'alarme. Quels sont ces signes d'alarme? Je vais les énumérer, c'est très simple. C'est la diffusion vers une autre région anatomique. Je m'explique. J'ai une cellulite, par exemple, en rapport avec une 16. Il y a une tuméfaction, et puis cette tuméfaction-là va se compliquer d'un œdème palpébral. C'est un signe d'alarme. Il faut faire très gaffe. C'est une cellulite en voie de diffusion. C'est une cellulite diffusée. C'était d'abord une cellulite suppurée. J'ai mal drainé. J'ai pas fait de drainage. J'ai donné juste des traitements, malheureusement. Juste traitement, sans traitement étiologique. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une diffusion vers une autre région anatomique. Donc, c'est un signe d'alarme. Il y a aussi l'altération de l'état général. Il y a aussi le caractéristique incessant des douleurs. Il y a aussi cette rougeur, cet érythème qui diffuse vers d'autres régions anatomiques. Mais aussi, également, la dysphagie. Surtout lorsqu'il s'agit d'une cellulite en rapport avec les dents mandibulaires. Cherchez toujours ce signe-là. Donc, au niveau du maxillaire, c'est la crépitation neigeuse, c'est aussi l'œdème palpébral, qui soit inférieur au supérieur, d'accord? Au niveau mandibulaire, c'est surtout quoi? Surtout la dysphagie. S'il y a une dysphagie, ça veut dire qu'il y a une diffusion de ma cellulite vers les régions parapharyngées. Donc, j'ai risque d'une diffusion rapide vers la région qui peut carrément, pardon pour la déconnexion. Alors, je disais, c'est la médiastinite, d'accord?
S'il s'agit d'une dent supérieure, l'œdème palpébral veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un risque d'atteinte du sinus caverneux. Donc, d'une façon générale, si vous détectez ce genre de signe, il faut faire très gaffe. Ça veut dire qu'il ne faut plus traîner, qu'il faut plus aller vers ces démarches inutiles. Non, il faut toujours choisir une démarche qui est utile dans ce sens-là. Quel sens? C'est d'arrêter l'évolution du processus. J'espère que j'étais assez clair par rapport à la cellulite diffusée. Et enfin, la cellulite diffuse. La cellulite diffuse, en fait, ce n'est pas la même chose que la cellulite diffusée. En fait, la cellulite diffuse est d'emblée diffuse. Ça veut dire on n'a pas ce cheminement classique, cellulite séreuse, suppurée, je traite mal, donc ça va aller vers la lignité, la chronicité, etc. Ou en voie de diffusion, c'est la cellulite diffusée, ce que je viens de décrire. Non, c'est d'emblée diffus. Et là, c'est très grave. Dans ce cas-là, nous, en tant que chirurgien dentiste, on ne va pas traiter ce patient. Non, nous, on doit détecter ça. On doit savoir détecter la gravité de la situation. On doit savoir orienter le patient. Donc, les cellules diffuses, ou ce qu'on appelle les fasciites nécrosantes, sont une entité assez dangereuse qui se manifeste généralement par un œdème expansif à évolution très très rapide. Un patient vous dit en 24 heures, la tuméfaction n'arrête pas d'évoluer. Il y a une altération de l'état général assez grave et rapide. Il y a un trismus qui s'installe. Il y a des douleurs qui sont rebelles aux traitements ontalgiques. Même si vous faites le drainage, ça ne cesse pas, ça continue à faire mal. Et dans ce cas-là, soyez prudent et aussi ayez le réflexe d'orienter. D'accord? Donc, la cellulite diffuse, initialement dangereuse, il y a l'altération de l'état général, asthénie, un pouls qui est bas, d'accord? La respiration est perturbée, mais il y a aussi le tableau clinique qui s'aggrave d'une façon rapide. C'est l'évolution rapide. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement orienter le patient. Voilà. Donc, je récapitule. On a défini la cellulite. J'ai dit quelles sont ses étiologies. La conclusion, c'est que ce n'est pas toujours la dent, la poche parodontale, l'acte iatrogène, le traumatisme, la surinfection de la tumeur. Ensuite, j'ai décrit les différents types selon la topographie, selon le mode d'évolution, selon les caractéristiques limitées au diffus de la cellulite. Donc, on vient de faire en quelque sorte survoler les différents types de cellulite. D'accord? Maintenant, comment diagnostiquer une cellulite? Il y a une démarche pour le faire. C'est la démarche médicale classique, bien sûr. D'abord, l'interrogatoire, l'examen clinique, l'examen complémentaire en la matière, en l'occurrence, c'est la radio. Enfin, poser le diagnostic. Alors, quelle sera ma démarche quand j'ai un patient qui se présente à mon cabinet dentaire ou dans mon secteur d'exercice avec une cellulite, avec une tuméfaction, et je suspecte une cellulite. Voilà, je ne vais pas dire une cellulite puisqu'on n'a pas encore posé un diagnostic. Alors, d'abord un interrogatoire. Il y a certaines questions qu'on pose et qui nous permettent en fait d'avoir une idée sur la gravité de la cellulite. D'abord, monsieur, ça évolue depuis quand? Pourquoi? Je viens de le dire, une cellulite séreuse, ça évolue depuis 24 heures. Une cellulite suppurée, ça évolue depuis 48 heures, depuis 3 jours maximum. Une cellulite chronique, ça évolue depuis plusieurs mois. Une cellulite ligneuse, c'est une cellulite traînante. C'est une cellulite qui évolue depuis 6 mois, voire une année. J'ai vu, moi, docteur Ayoun Sofiane, des cas où il y a des cellulites qui traînent depuis 6 mois et le patient vit avec. C'est assez grave à mon sens. D'accord? Ensuite, les circonstances d'apparition. Comment vous avez eu cette cellulite? Est-ce que vous avez eu des douleurs dentaires? Est-ce que vous avez bénéficié d'un traitement dans la sphère stomato? D'accord? Extraction dentaire, un détartrage, une chirurgie implantaire, une extraction d'une dent de sagesse.
etc., etc. Ça m'oriente. S'agit-il d'une cellulite suite à une infection dentaire? S'agit-il d'une cellulite... pardon, il y a une autre déconnexion. Apparemment, mon 4G me lâche, malheureusement. Désolé, je reprends. Ensuite, est-ce que les antécédents généraux, est-ce que vous avez une maladie générale? C'est très important. Un patient diabétique et un patient sain avec une cellulite, c'est pas la même chose. Pourquoi? Puisqu'un patient diabétique risque l'évolution rapide, risque l'évolution vers la cellulite diffusée, vers la cellulite diffuse. D'accord? Donc, avoir une idée sur le plan, sur les antécédents de ce patient-là est très important. C'est une condition sine qua non, puisque prendre en charge un patient diabétique, un patient immunodéprimé, diffère bien sûr de la prise en charge s'il y a une cellulite pour un patient qui est sain. Ensuite, il y a cette curieuse question, est-ce qu'il y a eu une prise en charge? Bien sûr, il faut poser cette question. Pourquoi? Si un patient n'a pas été pris en charge, ça veut dire que là, j'ai pas vraiment une difficulté, surtout en matière de traitement antibiotique. Je vais instaurer un traitement si indication liée. Par contre, et c'est souvent le cas, malheureusement, il y a des patients qui viennent, qui nous disent, oui, j'étais pris en charge, on m'a donné ça, ils traînent avec un sachet de médicaments. Et là, c'est une situation assez difficile. Pourquoi? Puisque moi, je ne saurais pas quoi prescrire. D'accord? De toutes les manières, je reviens à ce point-là. Je dis, est-ce qu'il y a eu une prise en charge? S'il vous dit oui, alors vous devez déterminer la nature de cette prise en charge, traitement médicamenteux, chirurgical, la nature du traitement donné, d'accord? Ensuite, la nature du traitement donné, qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce qu'il y a eu une amélioration ou non? Etc., etc. Donc ça, c'est l'interrogatoire. Il y a aussi, en interrogatoire, la recherche des signes fonctionnels associés. Monsieur, est-ce que vous avez eu une fièvre? Est-ce que vous avez vomi? Monsieur, est-ce que vous sentez trop fatigué? Tout ça, c'est très très important. Pourquoi? Toujours dans cette démarche de dessiner un petit peu, de s'orienter mon diagnostic. S'agit-il d'une cellulite grave ou non? Tout simplement. Ensuite, l'examen clinique. Très très important. Très très important. Ne sautez pas les étapes, chers amis. Examen exo, examen endo. L'examen exo, d'abord l'inspection, localiser la tuméfaction, d'accord? Son aspect, est-ce que c'est limité, est-ce que c'est pas limité? L'aspect de la peau qui la recouvre, d'accord? Ensuite, toujours dans l'inspection, est-ce qu'il y a une fustilisation? S'agit-il d'un nodule? Non. Une grosse tuméfaction? C'est très important, toujours dans une orientation diagnostique. Ensuite, c'est la palpation. La palpation est très importante. Les limites de ma tuméfaction, sa consistance, le caractère indolore ou non. Le signe de Godet, très important, suppuré ou non. D'accord? Une limitation d'ouverture buccale. Est-ce qu'il y a des adénopathies? D'accord? Donc, l'examen exobuccal, c'est fini. Je passerai vers l'examen endobuccal. L'examen endobuccal doit se faire d'une façon très, très minutieuse. Pourquoi? Puisqu'il s'agit d'une étiologie dentaire, c'est souvent, très souvent le cas, heureusement, on doit déterminer la dent en cause, d'accord? Puisque le traitement dépend de ça. Si je ne détermine pas d'où vient mon infection, et je vais, si vous voulez, travailler à l'aveuglette, et je peux commettre des erreurs. Et ces erreurs-là peuvent se répercuter par la suite sur la santé du patient. On va vous dire, monsieur, vous vous êtes trompé, vous devez payer. Donc non. On ne veut pas arriver à cette situation-là. Et le réflexe, cher ami, d'accord, de suivre les étapes. D'abord, une inspection. Si le patient vous dit « j'ai eu mal ici », vous allez directement, par exemple, au niveau de la région maxillaire supérieure droite, je vais voir cette région, je vais l'inspecter. D'abord, rechercher les dents carrées. D'accord, les dents fracturées, s'il y a eu par exemple un traumatisme, voir est-ce qu'il y a une atteinte parodontale, d'abord une inspection, d'accord, décrire, inspecter, examiner la dent en question, s'agit-il d'une dent cariée, s'agit-il d'une dent fracturée, ensuite l'inspection du vestibule, d'accord, l'inspection du versant lingual. Pourquoi? C'est très important. S'il s'agit d'une cellulite qui diffuse
si vous voulez, vers la région vestibulaire, en allant vers la région exobuccale, on aura un vestibule comblé. Par contre, s'il y a une diffusion vers la région linguale, c'est assez grave. Pourquoi? On risque d'avoir une atteinte du plancher buccal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut bien inspecter la région de la dent concernée. Ensuite, la palpation, d'accord? La palpation du vestibule, la palpation du versant lingual, ok? Pourquoi? À la recherche d'une éventuelle suppuration. C'est clair? Si je palpe pas, je ne saurai pas qu'il y a du pus. Et si je ne saurai pas qu'il y a du pus, je ne ferai pas de drainage. Et par la suite, je mettrai en danger le patient car il y a un risque de diffusion de cette collection. D'accord? Et bien sûr, ne pas oublier l'examen de la dent concernée. Le test de vitalité, je ne vais pas vous apprendre ça, je sais que vous savez le faire, cher ami. Donc, test de vitalité, les percussions. S'il vous plaît, les percussions, il ne faut pas taper trop fort, d'accord? Il faut faire des percussions douces, puisque généralement on a une parodontite apicale aiguë, responsable de la cellulite, donc on ne veut pas faire du mal à un patient qui est déjà souffrant. Et bien sûr, la mobilité de la dent. Donc, j'ai fait ma démarche clinique, j'ai une idée sur l'origine dentaire, d'accord? Il faut passer ensuite à l'examen complémentaire. Et s'il vous plaît, j'insiste, la radio est une condition sine qua non dans la prise en charge des cellulites cervico-faciales. Pourquoi on demande une radio? C'est pour avoir plus d'informations, pour compléter ma démarche, avoir une idée, une meilleure image sur l'environnement de la dent. D'accord? Généralement, si vous êtes dans votre cabinet dentaire, vous avez une RVG, c'est trop bien. Faites très rapidement une RVG pour avoir une idée sur la dent, sur l'environnement osseux de la dent. Est-ce que l'os souffre? Est-ce qu'il y a surtout une image en dessous de la dent? Tout dépend de sa localisation maxillaire ou mandibulaire. Pourquoi? Puisqu'on peut avoir, comme je l'ai dit, dans le cadre des origines non dentaires de la cellulite, une surinfection d'un processus tumoral ou kystique, bénin ou malin. Et dans ce cas-là, bien sûr, la démarche thérapeutique change. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même traitement classique, symptomatique, étiologique. Non, si j'ai une surinfection d'un processus tumoral ou kystique, c'est une autre démarche. De toutes les manières, je vais revenir à cet examen-là pour ne pas trop vous perturber. Alors j'ai dit qu'il faut faire une RVG très rapidement dans l'urgence pour avoir une image, une idée sur la dent, sur son environnement osseux. Ensuite, demander en urgence une radiographie panoramique. Je viens de dire pourquoi. Je ne vais pas me répéter. C'est à la recherche d'une éventuelle image, d'accord, tumorale kystique, qui est en dessous, en rapport avec ces dents-là. Donc, j'ai fini ma démarche, interrogatoire, examen clinique, exo, endo, examen de la région concernée, examen de la dent concernée, d'accord, une RVG, une panoramique, et là je pose mon diagnostic. D'accord? S'agit-il d'une cellulite séreuse? S'agit-il d'abord d'une cellulite circonscrite, séreuse, suppurée, chronique, ligneuse, actinomycosique, ou s'agit-il d'une cellulite diffusée, ou s'agit-il d'une cellulite diffuse? Et là, après avoir posé mon diagnostic, je vais aller bien sûr automatiquement, naturellement, vers le traitement. Et le traitement, mes chers amis, est très très important. Si vous traitez mal une cellulite, vous aurez des complications qui peuvent mettre en danger, et j'insiste en autre fois, je n'assombris pas la situation, mais malheureusement, je reçois beaucoup de cellulites très mal prises en charge. Et là, on est un petit peu serré. Pourquoi? Puisque c'est des cellulites qui traînent depuis bien longtemps. On n'a pas fait le traitement étiologique. On a mal drainé. On n'a pas drainé. On a bombardé le patient d'antibiotiques, mais sans faire le traitement étiologique. Et c'est assez grave à mon sens. Donc, je reviens. Au traitement. Après avoir posé mon diagnostic, je vais
aller vers la démarche thérapeutique. Et tout dépend de mon diagnostic. Je vais essayer d'être bref. Alors, si j'ai posé en matière de traitement, pardon, il y a le traitement symptomatique, d'accord? C'est pour soulager le patient. Il y a le traitement étiologique qui peut être soit radical, soit conservateur. Il y a, et à la fin, il y a d'autres traitements qui sont réservés en fait aux cellules diffuses, etc. D'abord, pour les indications thérapeutiques, s'il s'agit d'une cellulite, pardon, je m'excuse, pardon, alors s'il s'agit d'une cellulite séreuse, tout simplement, d'abord, faire un traitement symptomatique, c'est quoi? C'est d'ouvrir la dent, que ce soit une incisive, que ce soit une dent délabrée, vouée à l'extraction ou non, il faut d'abord ouvrir la dent. Pourquoi? Soulager le patient, d'accord? Et aussi bloquer le processus d'anaérobiose. Si je n'ouvre pas la dent, d'accord? Si je donne, dès que je reçois le patient, d'accord? Et je fais rien, soit je donne un mauvais traitement, ou je donne aucun traitement, je dis au patient, revenez un autre jour pour faire l'extraction, on risque la diffusion. Donc pour la cellulite séreuse, d'abord ouvrir la dent, trépaner la dent. C'est clair? D'accord? Faire une désinfection de mon endodonte, même s'il s'agit d'une dent qui est vouée à l'extraction. Il est très important de trépaner nos canaux. D'accord? Ensuite, donner un traitement antibiotique. Il y a des auteurs qui vous disent, généralement la cellulite séreuse, on ne donne pas, il ne faut pas donner, puisque j'ai dit qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas une altération de l'état général, mais je vous conseille, mes chers amis, de donner le traitement, car il y a des patients qui ne reviendront pas. Vous allez trépaner la dent, d'accord? Vous allez éliminer la parodontite apicale, la desmodontite, voilà. Le patient n'aura plus mal, puis il ne reviendra plus. Et c'est assez grave. S'il y a une cellulite, on a fait juste le traitement ici symptomatique, la trépanation des canaux. On risque la réinfection de la dent et par la suite l'apparition d'une autre cellulite qui sera beaucoup plus grave ou qui peut être d'emblée une cellulite suppurée. Voilà, donc je reprends, cellulite séreuse, je trépane mes canaux, d'accord? Que ce soit une dent à conserver ou une dent à extraire, voilà, très bien. Je donne un traitement antibiotique, je laisse la desmodontite passer, et puis je reprends mon patient, soit pour un traitement endo, s'il s'agit d'une incisive, d'une canine, d'une dent à conserver, d'une dent avec un intérêt prothétique, ou je vais aller vers le traitement radical, c'est-à-dire l'extraction de la dent. Voilà. On peut également faire le traitement étiologique le premier jour, si d'un point de vue technique, ça veut dire quoi? Si d'un point de vue technique, je peux extraire la dent, ça veut dire que je peux gérer ma desmodontite, ma parodontite apicale, c'est-à-dire sans aller vers le traitement médical. D'accord? Ça veut dire je peux faire ma luxation, je peux faire mon extraction. La desmodontite, dans ce cas-là, n'empêche pas l'extraction de la dent. Oui, je peux faire l'extraction dès le premier jour. Je couvre mon patient avec un traitement antibiotique. On va parler des médicaments après, bien sûr. Je contrôle mon patient après 48 heures. Si tout va bien, le patient continue son traitement et le problème il est réglé. D'accord? Il y a aussi une autre démarche. Si je ne peux pas faire l'extraction dès le premier jour, je couvre mon patient, je trépane mes canaux, d'accord? Ensuite, je reprends mon patient après. Et quand je dis après, ce n'est pas une semaine, cher ami. Non, c'est dans les 48 heures, 3 jours après, voire 5 jours maximum. Il ne faut pas laisser une cellulite traîner. Il faut une prise en charge rapide. Plus la prise en charge est rapide, et précoce plutôt, pardon, voilà, c'est le mot correct, plus ma prise en charge est correcte, moins le risque il y a d'une diffusion vers une autre entité, à savoir suppurée ou autre chose. D'accord? La cellulite suppurée, c'est quoi la différence? C'est bien sûr le pus, donc je pense que vous avez la réponse. Je vais pas vous apprendre quelque chose de plus. Alors d'abord, c'est le drainage. Et le drainage, dans ce cas-là, rentre dans la case du traitement symptomatique. Quand il y a une collection, je dois drainer. D'accord? C'est très important. Si je ne draine pas,
du pus, si je draine pas le pus, si je n'attaque pas le milieu anaérobie, je risque la diffusion. Donc, chers amis, j'insiste, faites un bon examen clinique, cherchez la collection purulente, s'il vous plaît. Drainez votre collection en respectant le protocole en matière d'asepsie, en matière de technique, en matière de respect d'éléments anatomiques nobles qui peuvent se retrouver au niveau ou là en dessous ou là à proximité de votre collection, d'accord, qu'elle soit exobuccale ou endobuccale. Comment faire un drainage? C'est simple. D'abord, poser son diagnostic. C'est une collection. Ensuite, une asepsie, du daquin de préférence, d'accord, de la bétadine, pardon, de la bétadine, désinfecter, faire une anesthésie superficielle, d'accord. Ensuite, lame, porte-lame, faire une incision courte, mais toujours suffisante pour faire sortir le pus, d'accord, et créer cette anaérobiose. En fait, le drainage, il sert surtout à éliminer, à créer une anaérobiose et par la suite à soulager votre patient, d'accord, et empêcher l'éventuelle diffusion du processus celluleux plutôt, d'accord. Donc d'abord le drainage, selon la méthode que je viens de décrire. Et je vous invite vraiment à voir des vidéos en la matière, à lire des articles, puisque c'est très très important de connaître, de savoir la manière de drainer une cellulite. Ensuite, après le drainage, je fais un lavage avec du daquin, d'accord, pour éliminer les débris nécrotiques et les sérosités purulentes à l'intérieur. Ensuite, il y a cette question cruciale. Et vous allez me poser cette question, est-ce que je vais faire l'extraction le jour même ou je vais reporter l'extraction? Tout dépendra, cher ami, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Voilà. S'il s'agit d'un patient sain, d'accord, si l'acte est techniquement possible, ça veut dire quoi? Je peux gérer ma desmodontite, ma parodontite apicale par une anesthésie, par exemple, intraligamentaire, si le patient ne présente aucune tare où il y a une atteinte assez grave de l'immunité, d'accord, s'il n'y a pas de trismus, si j'ai un accès à ma dent, oui, cher ami, je fais l'extraction le jour même. Plus le traitement est précoce, plus il y a moins de risque de diffusion de ma cellulite. Donc je fais mon drainage. Je peux faire l'extraction? Oui, je fais mon extraction tout de suite. Vous allez me dire, on risque la diffusion. Généralement, la diffusion ne se présente pas, est assez rare plutôt, voilà, il est assez rare, il ne se présente pas pour tous les patients. Surtout si le patient, par exemple, il vous dit, j'étais sous traitement antibiotique. Même s'il s'agit d'un traitement antibiotique qui est inadéquat. Il est déjà sous traitement, il y a une cellulite suppurée, je draine, j'extrais ma dent, je réajuste mon traitement, je contrôle 48 heures après, et puis après 7 jours, je fais un dernier contrôle. J'espère que j'étais clair en la matière. Mais si, deuxième éventualité, si le patient est par exemple diabétique, s'il y a une altération assez grave de l'état général, s'il y a une desmodontite, une parodontite apicale, pardon, nous, de l'ancienne école, on dit desmodontite, s'il y a une parodontite apicale qui empêche la luxation et l'extraction de la dent, s'il y a un trismus, etc., dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Toujours le drainage, d'accord? Ensuite, donner un traitement adéquat, on va parler des médicaments après, et à la fin, faire l'extraction le plus tôt possible. Ça veut dire quoi? 2-3 jours après. Il ne faut pas laisser cette dent traîner, cette cellulite traîner. Vous pouvez perdre le patient. Vous faites un drainage, il n'a plus mal, il ne va plus revenir, et un jour, il va revenir avec une cellulite en voie de diffusion. Et là, c'est un vrai problème en matière de prise en charge. D'accord? Donc, là, si j'ai décrit les deux situations, extraire juste après le drainage, le jour même, voilà, ou différer l'extraction. Je viens d'énumérer les facteurs qui conditionnent cette démarche, ça ou ça. C'est à vous de voir et c'est à vous de juger, cher ami. Donc,
Voilà, ça c'est les cellulites circonscrites. Ensuite, le troisième type, c'est la cellulite gangréneuse. Non, je vais passer à la cellulite chronique. La cellulite chronique, en fait, il ne faut pas donner d'antibiotiques. Si vous voyez qu'il y a une cellulite chronique, ne donnez pas d'antibiotiques. Non. Faites le traitement étiologique, tout simplement. D'accord? Allez vers la dent, allez vers le foyer d'extraction qui a été mal cureté, curetez-le, nettoyez-le, faites l'extraction de la dent, faites le soin de la dent, faites votre endo correctement, en ayant le plateau technique, d'accord? Laissez de temps en temps un contrôle un mois après, 3 mois après, et on verra si ça va. Tout va bien. Si ça ne va pas, on va reprendre nos traitements. Donc la cellulite chronique, pas de traitement médicamenteux. Ça sera seulement le traitement étiologique. Ensuite, il y a la cellulite gangréneuse. La cellulite gangréneuse nécessite une prise en charge assez sérieuse, puisqu'il y a une nécrose tissulaire, d'accord? C'est des patients qui sont généralement immunodéprimés, donc je dois donner un traitement antibiotique assez puissant, je dois faire mon drainage, mon débridement chirurgical de mon site, d'une façon correcte, d'accord? Il faut éliminer tous les tissus nécrotiques, il faut éliminer toutes les sérosités purulentes. Voilà. Faire un lavage, éliminer totalement l'anaérobiose, donner un traitement adéquat, contrôler le patient d'une façon très rapprochée. Et si je détecte une autre évolution, si je détecte une absence d'amélioration, dans ce cas-là, je vais aller vers l'hospitalisation. Pour la cellulite, il me reste la cellulite actinomycosique. En fait, c'est un traitement assez lourd. Il faut, dans ce cas-là, donner, bien sûr, extraire, faire le traitement étiologique, mais en matière de traitement, il faut donner de la pénicilline G, surtout hospitaliser le patient, puisque ce sera un traitement antibiotique qui va durer dans le temps. Voilà. Ensuite, donc, j'ai terminé avec les cellulites circonscrites. Je passerai maintenant aux cellulites diffusées et diffuses. Alors, pour les cellulites diffusées, mes chers amis, et j'en reçois beaucoup, malheureusement, le traitement consiste d'abord à faire un drainage s'il y a lieu de le faire, d'accord? Ensuite, il faut passer vers le traitement étiologique. Voilà. Je m'explique. J'ai un patient avec une cellulite qui est étendue vers la région succioïdienne latérale, d'accord? Il est sous traitement depuis une semaine. Je regarde son traitement. C'est un traitement plus ou moins adéquat, mais il n'y a pas une amélioration. Je fais mon examen, la dent est toujours là, donc il y a eu un traitement symptomatique, médicamenteux, sans traitement étiologique, c'est-à-dire l'extraction de la dent. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'extraction. Oui, c'est une cellulite diffusée, mais je fais l'extraction. Plus le traitement est précoce, plus on s'attend, on s'attend à une diffusion, à une aggravation. Moi, je fais l'extraction dentaire. Après avoir posé mon diagnostic, après avoir demandé ma radiographie en urgence, je fais mon traitement étiologique. Mais si, dans le cas où j'ai une cellulite diffuse avec une altération de l'état général, d'accord, ça veut dire que je reçois un patient avec une cellulite diffusée et il y a une altération de l'état général, j'insiste sur ce point-là. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais demander une hospitalisation du patient. Je l'oriente vers un service hospitalier. Pourquoi? Puisque même s'il est sous traitement antibiotique, si je fais l'extraction dentaire, je risque les diffusions. D'accord? Donc s'il y a une altération grave de l'état général, je préfère orienter le patient vers un service hospitalier. On stabilise cette cellule, cette infection, par l'administration d'antibiotiques par voie générale. Ensuite, après avoir jugulé l'infection, d'accord, juguler l'infection, je passe à mon traitement étiologique. C'est très simple. Enfin, pour les cellulites diffuses, je pense que je ne vais pas trop m'étaler, puisque vous savez très bien que c'est diffuse assez grave, engageant d'une façon très sérieuse le pronostic vital. Dans ce cas-là, j'oriente directement mon patient. Je ne traîne pas. Il y a
des signes de diffusion. C'est une tuméfaction à évolution très rapide, une tuméfaction très étendue, processus expansif. Qu'est-ce que je fais? J'oriente mon patient vers un service spécialisé. Je ne traîne pas, je ne joue pas. Voilà, excusez-moi pour le terme jouer, je ne joue pas avec la cellulite diffuse. D'accord? Voilà, je viens d'énumérer les différentes approches et indications thérapeutiques pour les différentes entités de cellulite. En fait, je vais m'étaler un petit peu, si vous le permettez, en matière de traitement médicamenteux. Je viens d'écrire le drainage. Il fait partie du traitement symptomatique chirurgical. Passons maintenant au traitement symptomatique médicamenteux. J'aimerais bien insister, cher ami, sur la prescription. En matière de cellulite, les recommandations internationales, voilà, sans citer de nom de société, je vous invite à les lire, nous recommandent de prescrire en première intention toujours les pénicillines. Ça veut dire l'amoxicilline. D'accord? Donc, je m'explique. S'il s'agit d'une cellulite séreuse, je donne en premier lieu l'amoxicilline. L'adulte, c'est 2 à 3 grammes par jour pendant 7 jours, 7 à 10 jours, 7, 8 ou 10 jours, d'accord? S'il s'agit d'un enfant, bien sûr, la prescription se fera selon le poids. C'est 50 mg par kilogramme par jour. En première intention, je donne une antibiothérapie probabiliste. Voilà, d'accord? Ensuite, s'il y a une allergie au pénicilline, je passerai au macrolide. On peut prescrire de la rovamicine, d'accord? Rovamicine, ça sera 6 millions à 9 millions 6 à 9 millions d'unités internationales par jour pendant 7 jours. Et pour l'enfant, je pense que on va donner un sirop, bien sûr, c'est un enfant. La forme galinique en comprimé ne lui convient pas. Donc, je vais passer vers quoi? Je vais donner plutôt le sirop. Ça sera 150 000 unités internationales par kilogramme par jour. Ça, c'est en première intention. En deuxième intention, ça veut dire quoi? Par rapport au traitement, soit après un contrôle de 48 heures, et j'insiste, obligatoire, ça marche pas, ça s'améliore pas. Dans ce cas-là, je passerai un autre traitement antibiotique vers un autre palier. Donc, j'ai une panoplie de choix. En deuxième intention, soit on renforce les doses. Je donnais 2 grammes, je vais donner 3 grammes d'amoxicilline et je vais rajouter du flagyl. Vous savez très bien que le métronidazole ou le flagyl est un antiparasitaire. À la base, c'est un antiparasitaire, mais on l'utilise en cas d'infection comment dirais-je, d'infection à prédominance, voilà, anaérobie. Ça veut dire que les bactéries qui sont incriminées dans ce cas-là sont des bactéries anaérobies. Et on sait bien que les bactéries anaérobies donnent de pus. Donc, quand il y a une cellulite suppurée, donnez du métronidazole. D'accord? Vous donnez d'emblée du métronidazole, ne donnez pas seulement de l'amoxicilline. Même si vous faites un bon drainage. Vous allez me dire, docteur Ayoun, on a fait un bon drainage, pourquoi on va donner du métronidazole? Je vais vous dire, même si on a fait un bon drainage, on risque une réinfection du site. Donc je préfère être préventif, je préfère être, je préfère être vigilant. Je sais que une cellulite suppurée peut se compliquer quand je fais mal les choses. Donc je donne mon flagyl. Donc je reviens en deuxième intention. Soit j'augmente la dose de mon amoxicilline, soit je augmente ma dose et je donne du flagyl. Le flagyl il est prescrit à raison de 1 gramme ou 1,5 gramme par jour pour l'adulte. Pour l'enfant, ça sera le sirop à raison de 30 mg par kilogramme par jour. Et toujours pendant 7 jours et toujours en association avec l'amoxicilline. Il y a aussi en deuxième intention l'augmentin. L'augmentin, vous savez très bien c'est quoi l'augmentin, c'est-à-dire l'amoxicilline plus l'acide clavulanique. Il est donné en deuxième intention. Il faut connaître les doses. Donc l'augmentin, ça sera soit
soit 2 à 3 grammes pour l'adulte, ou 40 à 80 mg selon la sévérité de la cellulite, 40 à 80 mg par kilogramme par jour s'il s'agit d'un enfant. D'accord? Si il y a une allergie à la pénicilline, dans ce cas-là, les choses se compliquent un petit peu, mais on peut avoir recours à ce qu'on appelle ou plutôt, je ne vais pas dire de noms commerciaux, je vais dire l'aspiramycine et en association avec le métronidazole. Ça veut dire l'aspiramycine, je vais le dire quand même, c'est le biorogil. Le biorogil peut être prescrit en deuxième intention, d'accord, mais n'est pas aussi efficace que l'augmentin ou que l'association l'amoxicilline et de l'amoxicilline ou de flagyl. Et dans ce cas-là, le biorogil sera prescrit à raison de 3 à 4 grammes, 3 à 4 comprimés. J'insiste, ne donnez pas 2 comprimés de biorogil, s'il vous plaît. Donnez 3 à 4 comprimés par jour pendant 7 jours. Voilà, d'accord? Et une autre, toujours dans le traitement médicamenteux, j'insiste, ne donnez pas d'AINS. Ne donnez pas d'AINS en première intention. J'insiste sur ce point-là. Certes, il n'y a aucune étude qui a prouvé qu'il y a une relation de cause à effet entre l'AINS et la cellulite. Or que l'expérience clinique, l'expérience des praticiens nous montre quoi? Ma propre expérience m'a montré que chez les patients qui ont pris beaucoup d'AINS, il y a une diffusion assez rapide de l'infection, il y a carrément une inefficacité du traitement antibiotique. D'accord? Donc, il faut retenir cette règle cruciale, règle d'or, on ne donne jamais d'AINS en première intention, on ne donne jamais d'AINS en cas d'infection bucco-dentaire, surtout en cas de cellulite cervico-faciale d'origine dentaire. Ne donnez jamais d'AINS en première intention. Voilà. D'accord? Pour gérer la douleur, c'est le traitement symptomatique. Trépanez les canaux, faites votre drainage correctement, donnez un traitement antalgique, le paracétamol, dose d'adulte, un comprimé d'1 gramme chaque 6 heures, dose d'enfant, 60 mg par kilogramme par jour, d'accord? Et en deuxième intention, c'est la codeine ou le tramadol lorsque le traitement initial ne donne pas l'effet escompté. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On a défini la cellulite, on a parlé de ses étiologies, de ses formes, notre démarche diagnostique, les différents traitements, les indications thérapeutiques. Et puis, je pense que j'ai fait le tour de la question, voilà. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et là, je laisse libre cours, bien sûr, à vos questions. Donc, chers amis, commencez à poser vos questions, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il y a une amie à nous, c'est la première question. C'est Dr Houda Aïdouni. Elle me dit pour ouvrir la dent en cas de cellulite séreuse, l'anesthésie ne tient pas. Eh bien, écoutez, cher ami, c'est très simple. Vous faites une anesthésie profonde, surtout intraligamentaire, d'accord? Et vous essayez de bloquer votre dent avec un coton. On nous propose plusieurs solutions dans les livres. C'est bloquer la dent. C'est en fait quand il y a une desmodontite, une parodontite apicale, pardon, c'est surtout les vibrations qui font mal. Si vous bloquez la dent, si vous faites une bonne anesthésie intraligamentaire, par exemple avec un anesthésique à vasoconstricteur puissant, articaïne par exemple, je pense que ça sera plus ou moins suffisant pour pouvoir trouver juste les canaux et faire une trépanation pour ne pas vous laisser ne vous laisse même pas faire une anesthésie pour gérer votre desmodontite. Donc, si il faut faire tout simplement une bonne anesthésie pour gérer votre desmodontite. J'ai proposé l'articaïne
en intraligamentaire et en bloquant maintenant avec un coton pour que les vibrations diminuent par la suite, j'aurai pas de douleur. Une autre question, s'il vous plaît? Bon, il y a notre ami Samy, voilà, il me dit le type de traitement médical et la posologie exacte chez l'adulte et l'enfant. Traitement médical, je viens de le décrire, cher confrère. J'ai dit qu'il y a l'amoxicilline en première intention. J'ai dit ensuite, en cas d'allergie, c'est la rovamicine, adulte et enfant. Je vous invite à lire le Vital pour avoir une idée sur la posologie, pour ne pas retomber dans la redondance. En deuxième intention, j'ai dit soit l'augmentin, soit l'association avec du flagile ou le bi-orogile. Voilà, j'ai dit en deuxième intention. Il y a Modestie qui nous dit l'anesthésie d'un site infectieux, est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est dangereux, c'est vrai, c'est dangereux. D'ailleurs, on risque l'inefficacité de cette anesthésie, puisque vous savez très bien que l'anesthésique est une base faible et en contact avec les matières organiques, ça la dénature complètement et ça ne donne pas l'effet escompté. Mais est-ce qu'il y a vraiment un risque? Non, c'est pas vraiment dangereux. On peut faire notre anesthésie pour trépaner un canal, pour faire une extraction, il n'y a aucun souci, mais à condition de couvrir le patient après par une antibiothérapie adéquate. Voilà. Je réponds à ma collègue Dr Debeh. Elle nous pose cette question quand même assez compliquée. Elle nous dit si le patient est déjà sous antiagrégant plaquettaire, est-ce qu'on fait le drainage? Oui, il faut faire le drainage. En dépit du risque hémorragique, je fais mon anesthésie, j'ouvre, je draine et je resuture. Je ne laisse pas une plaie ouverte, d'accord? Je mets mon drain, pardon, j'ai oublié ce détail-là en matière de drainage. Je mets mon drain et je ferme bien ma plaie pour qu'il n'y ait pas un risque hémorragique. Puisque si on ne fait pas de drainage, on risque la diffusion de la cellulite. Il faut toujours faire un drainage. Abstraction faite du risque associé à cela. Alors, il y a Dr Wahab qui nous dit, est-ce qu'il y a un intérêt de la prescription pour les corticoïdes? J'aurais dû vous parler du traitement des cellules diffuses. En fait, les corticoïdes, on ne les donne pas en première intention en cas d'infection bucco-dentaire, surtout en cas de cellulite. Pourquoi? Puisqu'il y a l'effet immunosuppresseur, on le sait. Donc, les corticoïdes sont donnés en urgence lorsqu'il y a une asphyxie, lorsqu'il y a une perturbation de la respiration par rapport à une diffusion de la cellulite au niveau de la région cervicale.